Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape du jour de la Vuelta, l'étape numéro 11. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette étape. Il y aura un très long résumé avec des petites images de certains points de la situation, parce que c'était pas forcément évident. Et puis, bilan les coureurs au top, les flops de la journée, les différents classements, bien entendu, pour finir sur une bonne note cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, les shorts également, et TikTok. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, et puis ça permet également de soutenir mon travail comme les super thanks, mais ça c'est seulement si vous avez les moyens, et vous pouvez soutenir mon travail également en cliquant rapidement sur les miniatures, sur les notifications quand vous avez la petite cloche, comme ça permet de mettre en avant plus facilement les vidéos sur YouTube. Étape numéro 11 qui a été animée, avec une échappée qui a mis encore beaucoup de temps à se former, beaucoup de monde dans la bonne échappée du jour, et un réalisateur qui était en difficulté sur la fin, on va pas se mentir. Déjà qu'il est en difficulté sur des étapes un petit peu plus classiques, alors là il y avait des attaques dans l'échappée, des attaques dans le peloton, il savait plus où mettre la caméra, il savait plus où prendre, enfin quelle moto prendre, quelle caméra prendre en vidéo, donc c'était vraiment compliqué pour le réalisateur de cette étape. On commence tout de suite cette étape numéro 11 avec le résumé du jour. Une deuxième étape avec 3000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Donc ça allait faire mal aux coureurs. 3 coureurs qui n'ont pas pris le départ et Kian Uijtdebroek n'en fait pas partie. On avait Lorenzo Rota, Patrick Conrad, Timen Arensman, le coureur de la Ineos, qui n'a jamais eu un rôle important sur ces 3 semaines de course, et une Ineos qui, à part Rodriguez, n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Et puis Chris Harper qui abandonnera au cours de l'étape. Premier attaquant du jour, c'est Julius Vandenberg de la DSM, qui sera repris assez vite. Et puis après, à 159 km de l'arrivée, une autre attaque avec Pablo Castriu qui sera reprise. Mais en fait, il y a beaucoup d'attaques. Et souvent, en fait, c'est le peloton qui va vite. On a beaucoup de mal à s'extirper du peloton dans les premières minutes de course. À 142 km de l'arrivée, premier gros groupe qui se forme avec 14 coureurs à l'avant de la course. Nous avons Matthias Vacek, Quinten Hermans déjà à ce moment-là, Pablo Castriu, Mauro Schmidt, Miles, Callum Cutson, pas Miles, Casper Asgreen, Stefan Kung, Narvaez, et puis d'autres coureurs, mais qui ne sont pas indiqués par ProCycling-Stats à ce moment-là, parce qu'il y a eu un bug d'affichage, ça me remettait 2 fois les mêmes noms. Ce groupe-là, qui ne sera pas le bon groupe de cette journée, repris à 138 km de l'arrivée. De nouveau, beaucoup d'attaques, on aura notamment Narvaez qui sera repris, et puis on arrive très vite au Puerto San Justo, et là à ce moment-là on apprend l'abandon de Chris Harper. Attaque à 127 km de l'arrivée dans ce Puerto San Justo de Berade, de Marco Frigo, contre de Luis Mentiez de Samoumen ou encore de Vergalito. On a de nouveau un autre groupe qui accélère à 123 km de l'arrivée avec Ruben Fernandez de la Cofidis. Nouveau contre avec Castrillo et Garofoli du côté d'Astana. Tout cela est repris à 122 km de l'arrivée. À 121 km de l'arrivée, Puerto San Justo, Frigo passe en tête, et derrière, attaque de Teuns Kampenarts et Casper Pedersen. Seul Kampenarts restera à l'avant de la course. Les 2 derniers sont repris. Première heure de course, encore une fois très rapide, 45,3 km/h. À 116 km de l'arrivée, Garnalec va tenter d'attaquer, alors que Kampenarts est toujours à l'avant de la course, mais il sera repris 2 km plus tard. Nouveau groupe qui essaye de se former derrière à 111 km de l'arrivée avec Mathis Lebert, Jonathan Narvaez ou encore Johan Izagirre. On a également un contre à 109 km de l'arrivée avec Ruben Thompson, avec Zana, avec Max Poul, avec Garofoli, avec Izaza. Et derrière, c'est Attila Walter qui mène le peloton. On va voir un petit peu la situation à 101 km de l'arrivée, parce que là c'était déjà un petit peu compliqué. Vous avez donc en tête Kampenarts, derrière un groupe avec Izagirre, Pouls, Narvaez, Zana, Garofoli, Lebert, Izaza et Thompson. En fait, les 2 groupes de compte se sont
remis ensemble. Vous avez ensuite Dunbar et Frigo qui sont juste derrière. Walter et Chitello Strong avec Ruiz et Dance et le peloton seulement à 27 secondes. Vous avez ensuite encore des attaques, notamment Caden Groves et Quinton Hermans. Et au premier passage sur la ligne d'arrivée, un gros groupe se forme, un groupe de poursuite. Derrière, toujours ce sacre bleu de ce diable vauvert de Campenard. Ce groupe numéro 2 qui est composé d'Attila Walter, de Brandon McNulty, de Jonathan Narvaez, James Knox, Carlos Verona, Nico Dance, Daniel Felipe Martinez, Marco Frigo, Recitello, Corbin Strong, Arvin Livins du côté de la Lotto et Sepulveda, Bistrom, Germani et Thompson, Sanchez, Milosevic, Dunbar et Zana, Lebert, Max Poul, Hamilton, Izaguirre, Garofoli, Ruiz et Izaza. Ce groupe qui va reprendre Victor Campenaerts du côté de cette étape et qui va encore se renforcer ce groupe avec l'arrivée d'autres coureur. Campenaerts lui est repris derrière, chute de Richard Carapaz qui, me semble-t-il, est commise par un coureur de la Décathlon. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a vu parfois le peloton se mettre, on va dire un petit peu en ligne, des équipes se mettre en ligne pour éviter que des coureurs partent en échappée. Ça, normalement, c'est passible d'un carton jaune, mais bon, jusqu'à maintenant, les cartons jaunes, il y en a eu quand même, je crois, 3 ou 2. Un chez les filles, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 chez les garçons, depuis le début de saison. Comme je vous avais dit que peu de choses allaient être sanctionnées par des cartons jaunes, vu les conséquences que peuvent avoir un carton jaune, enfin 2 cartons jaunes avec la mise hors course, bah, ça se voit un petit peu de ce côté-là. Et en plus, à chaque fois, c'est pour des trucs à la con. C'est pas pour des grosses infractions de sprint. On va voir là déjà sur la course en Belgique, le René 8 Tours, avec le comportement de Tim Merlier sur le sprint. Est-ce que ça aura des conséquences? Est-ce qu'il aura un carton jaune sur cette épreuve? Attaque au même moment de Darren Rafferty pour l'AEF. Et puis, alors que ce groupe de chasse s'est un peu renforcé, vous avez également Sandro Moris qui va s'isoler en tête de la course au Puerto Aguasantas. Premier passage, c'est Sandro Moris qui passe en tête. Et on va voir un petit peu un point de la situation à 60 km de l'arrivée. Vous avez donc Sandro Moris, je ne sais pas comment on doit le dire, qui... Jackie Durand dit Meurisseux, ça se dit peut-être Meurisseux. On va tenter Meurisseux. Qui est en tête, donc avec 1,25 d'avance sur Crosswijk, Walter, McNulty, Narvaez, Rivera, Knox, Samumen, Verona, Dance, Gamper, Daniel Felipe Martinez, Quinton Hermans, George Bennett, Marco Frigo, Recitello, Strong, Campenaerts, Livin, Sepulveda, Bistrom, Germani, Thompson. Nous avons également Canal, Pelayo Sanchez, Fran Milosevic, Eddie Dunbar et Filippo Zana, Mathis Lebert, Max Poul, Chris Hamilton, Nem Reise. Vous avez également Guillaume Martin, Izaguirre et Rezu Serrada, Garofoli. Et puis Beradé et Iban Ruiz. Et on termine avec Xavier Izaza du côté de la Euskaltel Euskadi. L'écart qui ne diminue pas avec l'échappée pendant de nombreux kilomètres. À 54 de l'arrivée, c'est Lennart Van Etvelt qui est lâché. Lui qui a été bien placé au général avait déjà souffert depuis quelques jours. À 61 km de l'arrivée, l'écart d'une 25, voilà comme vous pouvez le voir. Et au Puerto Aguasantas, alors que Israël a accéléré, eh bien l'écart est de 1 minute 15, le peloton à 6,43. Mais on sent quand même que du côté de Meurice, on commence à buter. Et à 35 km de l'arrivée, il est repris par le groupe numéro 2, qui devient donc le groupe numéro 1. Au sprint intermédiaire, Meurice passe en tête. Et à 25 km de l'arrivée, ce groupe de devant à 5 minutes 05 d'avance, parce que ça ne s'entend pas très bien. C'est vrai que quand on a un groupe aussi important, c'est souvent très compliqué. Et ce qui fait que Israël continue de rouler, mais par exemple, un coureur comme Guillaume Martin, qui aurait pu remonter un peu plus dans le classement, ne fera pas une si grosse remontée que ça. Nouvelle attaque de Campenaerts, à 15 km 300 de l'arrivée, mais qui n'arrive pas à faire l'écart. Et ensuite, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, alors que nous sommes dans la dernière côte du jour, c'est Verona qui accélère avec Zana et Beradé. Derrière, le groupe de poursuite est à 27 secondes, le peloton à 4,51. Ben O'Connor, lui, va être lâché par Roglic qui accélère. Seul Henrik Mas arrive à suivre dans un premier temps. Il est ensuite
rejoint notamment par David Gaudu qui fait une belle étape aujourd'hui, et Ben O'Connor lui retrouve Sepp Kuss notamment, et surtout un de ses équipiers, et derrière Roglic avec Carlos Rodriguez aussi, garderont 37 secondes d'avance sur le groupe Ben O'Connor, donc plutôt une belle opération pour Primož Roglic aujourd'hui. Derrière, les groupes se reforment au pied de la descente, et alors que ça se regarde à 500 mètres de l'arrivée, après une attaque de Carlos Verona, Eddie Dunbar sort, et il ne sera jamais rattrapé car Max Poole part un peu tard, et surtout Quinton Hermans et Narvaez se font complètement enterrer. Donc victoire aujourd'hui d'Eddie Dunbar qui sauve un petit peu sa saison, qui jusqu'à maintenant avait été quand même pas loin de catastrophique. Et on retrouve ensuite derrière Quinton Hermans, Max Poole, Narvaez et Urko Berade. Note de l'étape, 18 sur 20. Ouais, c'est une belle étape. Pas 18 sur 20, pardon, je n'ai pas mis aussi bien. Non, parce que j'ai mis... Je suis bourré aujourd'hui. Je veux tellement aller vite, ça. Je me précipite, dis donc. J'ai mis 16 sur 20. Pas mis 18. J'ai mis 16 sur 20. Pourquoi? J'ai trouvé que l'étape était bonne. C'est une bonne étape, hein. On s'amuse. Mais voilà, ça valait pas le 18. C'était bien. Mais voilà, ça valait pas encore le 18. Voilà, c'est mon avis. Certains mettront peut-être plus sur cette journée. J'ai pris du plaisir à voir tout ça. Mais voilà, ça vaut un beau 16. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, pour moi, ça vaut un beau 16. Un 18, ça aurait peut-être été un petit peu surnoté. En dessous aussi, parce que vu la première heure de course, c'est très très animé. Il y a Campenarts qui fait quand même un sacré numéro. Meuriceau qui fait aussi un sacré numéro. Mais il y a eu du beau suspense jusqu'à la fin pour la victoire d'étape, parce que le groupe de 3, à un moment, on ne savait pas où trop étaient les autres. Peut-être aussi que la réalisation m'a un peu gêné sur la fin, où le mec était complètement perdu, ce qui fait qu'on avait du mal à comprendre. Mais voilà, pour moi, ça vaut un beau 16 sur 20 pour cette étape. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top, aujourd'hui, Eddie Dunbar. Comment sauver sa saison? Voilà, en leçon, une échappée, un bon jour, sur une grosse course, c'est mieux, et ça sauve les meubles. Là, on en avait parlé, mais c'est vrai que l'année d'Eddie Dunbar était très très compliquée. Ça a été catastrophique quasiment, parce que c'est vrai qu'il est tombé tellement de fois que... Compliqué de construire une saison, compliqué de construire une forme physique, en plus, parce qu'il était tombé 2 fois en février. Vraiment, 2 fois il est blessé en février en plus, et en plus il tombe et il se fait mal à chaque fois. Et c'est vrai que là c'est la saison, typiquement la saison de merde. Mais parfois, sur la fin d'année, tu arrives à ressortir un petit peu, si tu arrives à te refaire un peu la cerise. C'est le cas de Dunbar. Alors c'était pas suffisant pour jouer le général, il n'avait pas la condition physique suffisante, mais sur un bon jour, il pouvait faire le coup. Et c'est vrai que dans les grosses échappées comme ça, soit il y a un mec qui est vraiment plus fort et qui court bien, soit les plus petits peuvent tenter leur chance. Et sur une Vuelta où le niveau est très homogène, on voit que ça soit en montagne ou pour le moment il n'y a pas un coureur qui arrive à faire véritablement la différence. Dunbar il s'est dit tiens, je vais tenter le coup et puis peut-être que les plus forts arriveront pas à gagner, je vais me cacher, puis je tenterai un truc sur la fin. C'était bien joué. Alors faut dire bravo aussi à Zana, parce qu'il a pu faire ça parce que Zana devant était dans le groupe de 3, et c'est vrai que ça a permis à Dunbar de ne pas être obligé de rouler, donc il gagne un peu d'énergie. Et puis il pourra dire merci aussi à Narvaez et à Hermans qui se sont complètement plantés dans leur stratégie dans le dernier kilomètre, contrairement à un certain Benjamin Thomas cette année sur le Giro. C'était une échappée plus petite, mais lui avait bien géré le dernier kilomètre. Il faudrait qu'il regarde ce qu'il a fait, parce que là, du côté de Narvaez et Hermans, c'était pas une masterclass du tout. Mais du côté de Dunbar, oui, c'est ça sauve son année. Ça sauve son année. Je pense qu'il va être très content ce soir. Alors, j'ai pas vu les interviews d'après-course, parce que j'ai voulu enregistrer très vite après pour pouvoir voir la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Mais je pense que Dunbar, il doit être très très content aujourd'hui. Ça doit être un soulagement, parce que quand ta saison a été aussi catastrophique, moralement c'est dur. Mentalement c'est compliqué. Et puis mentalement c'est compliqué, et puis même pour tes proches. Parce que tu es plus souvent à l'hosto que sur un vélo. C'est quasiment ça du côté de Dunbar.
Et tu te dis, putain, est-ce que je vais retrouver la bonne confiance? Est-ce que je vais pouvoir obtenir des bons résultats? Et c'est une course qui est importante pour Dunbar, cette Vuelta, et cette victoire-là, parce qu'elle va lui redonner de la confiance. Peut-être qu'il va bien finir cette Vuelta, et ça peut être super pour repartir à l'entraînement cet hiver. Alors que s'il avait vraiment complètement raté sa saison, qu'il n'arrive pas à gagner une course, et qu'il il rate tout ce qu'il entreprend, peut-être que derrière, Dunbar, déjà il fait une pause qui est peut-être un peu plus longue. Au lieu de 3 semaines, il fait peut-être un mois et demi sans vélo, parce qu'il est obligé vraiment complètement de se ressourcer. Et puis mentalement, peut-être qu'il se retrouve dans une autre situation. Alors forcément, il ne faut pas non plus aller dans l'excès de l'autre côté. Ça veut dire, il ne faut pas aller dans l'excès en disant, voilà, j'ai gagné une étape, ma saison est réussie. Non, la saison n'est pas réussie, parce que globalement, il y a eu d'énormes trous d'air sur la saison de Dunbar et qu'on s'attendait à mieux de la part du coureur irlandais. Mais au moins, il y a un petit pécule, il y a un petit truc qui a été gagné, il y a cette victoire d'étape. Et puis pour la Jaïko Alula, on misait pas énormément sur cette Vuelta, on misait plus sur les victoires d'étape. Donc il y a au moins une victoire d'étape du côté de la Jaïko Alula, ce qui n'a pas été le cas sur le Giro, je crois me rappeler, mais ce qui a été le cas sur le Tour de France avec Groenewegen. Donc voilà, c'est un bon... pour moi, c'est bien du côté de Dunbar. Et puis bravo Zana aussi, parce qu'il a fait une belle journée à l'avant de la course. Donc très content pour ces deux coureurs, voilà, pour Dunbar et Zana, et pour la Jaïko Alula. C'est quand tu vois comment des structures comme Israël, mais je pense surtout Cofidis, on en parlera plus tard, ou des équipes qui avaient 3 coureurs, DSM aussi, ils avaient 3 coureurs, n'ont pas réussi à contrôler dans le final, et quand tu vois qu'à 2, ils ont réussi à faire le job, certains vont peut-être prendre des cours de stratégie. On y reviendra en fin de vidéo. Je continue avec David Gaudu. L'étape aujourd'hui de David Gaudu, j'ai l'impression que, enfin vraiment, je le disais avec Quentin Paché hier, mais c'est la course la plus réussie des 3 grands tours de la Groupama. Mais je trouve que l'état d'esprit de Gaudu sur cette Vuelta est vraiment bon. De toute façon, Gaudu, il y a un indicateur, hein. C'est quand il parle devant la presse. Et voilà, quand il parle devant la presse, la manière dont il parle devant la presse, ça vous donne beaucoup d'indicateurs sur comment il est physiquement. Voilà, c'est un indicateur. On commence à connaître un petit peu David Gaudu. Quand il parle pas à la presse, quand il échappe le plus possible à la presse, ou quand il a un discours qui est pas exceptionnel et qui est bien langue de bois, vous savez que ça va pas fort. Quand il a un discours plutôt confiant, ou il est plutôt avenant même, il a plutôt le sourire en interview, les jambes sont bonnes. Et en ce moment, si vous regardez un petit peu les interviews de Gaudu, il a plutôt le sourire, David Gaudu. Donc, je dirais que les jambes sont pas mal. Et là, aujourd'hui, certes, dans un premier temps, il suit par Roglic et Mats, mais ensuite, il arrive à revenir sur eux. Ça le fait un petit peu remonter, je pense même ça le fait peut-être pas remonter en place au général, Gaudu. Non, il perd même une place parce que Bennett repasse devant. Mais il reste toujours dans ce top 10. Et puis là, on voit quand même qu'il y a des coureurs qui sont un peu plus limites. Hein. Ça, avec Lipovic, semble pas fort. Donc Adam Yates, il joue bien que les étapes, hein, parce que là, aujourd'hui, il perd du temps. Il n'a pas l'air de jouer le général. Félix Gall, faudra voir. Mais avec Ben O'Connor, ça va peut-être être compliqué que les deux soient dans le top 10. Mais Lipovic, j'ai l'impression qu'il commence à souffrir. Donc il y a peut-être 1 ou 2 coureurs qui vont sauter de ce top 10. Donc non, Gaudu fait pour le moment une Vuelta intéressante. Vuelta très intéressante. Et puis là aujourd'hui il revient bien dans le final. Il court intelligemment. Certains auraient pu passer les relais. Lui il n'avait pas d'intérêt à passer les relais. Donc il passe pas de relais. Il fait ça en plus, je dirais pas seul, mais il n'était pas énormément entouré. Et puis il n'est pas énormément entouré sur cette Vuelta. Donc non, c'est du bon boulot que fait David Gaudu jusqu'à maintenant. Il arrive à suivre les meilleurs. Alors il attaque pas, mais de toute manière, Gaudu c'est un peu comme Kelderman, puis c'est un peu comme Rodriguez aussi. Ce ne sont pas des attaquants. Hein. C'est encore moins des attaquants que Primoz Roglic. Donc pour l'instant il n'attaque pas, mais il arrive à tenir la cadence des meilleurs. Donc ça c'est plutôt très rassurant. Alors après il faut qu'il se méfie parce que là aujourd'hui Skelmoseux était bon, mais Skelmoseux il faut voir sur des montées qui sont plus longues parce que là aujourd'hui c'était vraiment un registre où il est très bon. Et c'est vrai que je le disais, en plus Gaudu, bon, il a quelques qualités de puncher, mais face à un Roglic, par exemple, il n'a pas ces qualités-là de puncher. Même si Roglic, aujourd'hui, vous noterez qu'il n'arrive pas à faire la différence par rapport à Enric Mas. Est-ce que ça veut dire qu'Enric Mas est fort ou est-ce que ça veut dire que Primoz Roglic, il n'est pas à 100% de ses capacités? Débat du jour.
Mais du côté de David Gaudu, oui, c'est pas forcément le terrain le plus intéressant pour lui parce que même si c'est un petit gabarit, ça reste une crevette pour les petits gabarits. C'est pas le coureur le plus puissant au monde, David Gaudu. Donc réussir à tenir la cadence d'un Roglic, c'est plutôt pas mal. Et même d'un Daniel Felipe Martinez qui est roulé sur le plat. Il fait une bonne descente aussi derrière. Donc non, les jambes sont bonnes et je trouve que c'est du bon David Gaudu. Voilà. Et puis je termine avec Sandro Meurisseux. Ouais, le coureur d'Alpecin, sacré numéro. Alors j'aurais pu dire Campenart, mais j'ai voulu mettre en avant Meurisseux, parce que Campenart, on le met déjà quelques fois en avant. Mais là, déjà, il fallait oser à 93 km de l'arrivée, mais ils se sont dit Alpecin, on joue sur le surnombre. C'était pas con, parce que c'est vrai que Quinton Hermans étant favori sur cette étape-là, bah, il fallait peut-être tout faire pour éviter que Quinton Hermans se retrouve dans une situation où on soit énormément obligé de rouler. Donc c'est vrai qu'en mettant un mec devant, ils n'étaient pas obligés de rouler. Le souci c'est que chez Alpecin, ils n'ont pas forcément l'équipe pour aider un Quinton Hermans. Mais Meurisseux, il fait le job. Et puis il a tenu longtemps parce que comme derrière, ça collaborait pas. Moi, je me suis même dit à un moment, il y a 1:30, si ça augmente à plus de 2 minutes, derrière, ça va commencer à être résigné. Israël va peut-être arrêter de rouler. Et heureusement, c'est Israël. Si ça avait été d'autres structures, ça aurait peut-être pas été la même. On n'aurait peut-être pas collaboré vraiment et il se serait envolé. Bon, comme il y a eu Israël qui avait l'objectif de ramener Georges Bennett au niveau du classement, ça a roulé, mais heureusement, parce que sinon, Meurisseux, il partait à la victoire. Hein. Et pour les adversaires, c'était finito. Et on avait peut-être un peu moins de suspense au niveau du final et une moins bonne note sur cette étape. Mais sacré numéro, parce qu'il part à 93 et il est repris qu'à 35 km de l'arrivée. Donc il fait quasiment 60 bornes devant Meurisseux. Allez, un peu moins de 60 bornes, parce qu'il part pas totalement à 93 bornes de l'arrivée. Mais ouais, un bon 55 km à l'avant de la course en solitaire, sur un terrain qui était pas forcément propice à ça. Donc non, bravo. Alors oui, certains diront que c'est juste du panache, ça servait pas à grand chose. Oui, mais au moins il a animé la course, on l'a vu. Et puis de toute manière, au sprint, il n'aurait pas gagné. Donc c'était un peu la seule solution pour lui de se montrer sur une étape comme celle-là. Ça a permis à ses équipiers de ne pas rouler aussi. Donc il y avait quand même un intérêt stratégique. Non, voilà. Bien Sandro Meurisseux. Et cette balle échappée aujourd'hui en solitaire. Voilà. Lui qui a fini quand même 25e aujourd'hui hein, sur cette étape. Il avait déjà pris l'échappée à Grenade un peu plus tôt. Coureur qui a fini 5e du Tour d'Autriche au mois de juillet. Voilà, Sandro Meurisseux, 3e du côté du Ster, 7e à Kals. Voilà. Course qui avait été remportée par Diego Ulissi devant Rivera, Sheffield, Großschartner, Neuris, Adrien Maire qui avait pris une belle 6e place, le coureur de TDT Unibet, vainqueur de l'Obsterreich Rundfahrt cette année. Il a bien aimé l'Autriche. Ce coureur est 13e du Tour de Norvège. Jeune prometteur, Adrien Maire, qui vient de l'AVC Aix-en-Provence. Pour ceux qui veulent avoir des informations, coureur qui aura 24 ans à la fin de saison. Adrien Maire. On passe tout de suite aux bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour. Le premier, Narvaez. J'ai mis plus Narvaez que Hermans parce que certes Hermans se fait avoir dans le dernier kilomètre, mais il y a quand même la stratégie Alexandre Meurice du côté de Quinton Hermans et du côté de Quinton Hermans il attaque aussi en début de journée. Donc voilà, même s'il y a aussi dans l'échappée dans le groupe Narvaez, mais voilà, j'ai voulu plutôt taper sur Narvaez parce que je trouve que dans les derniers kilomètres, pour un mec quand même qui a un peu l'expérience de Narvaez, je trouve qu'il a couru comme une brêle. C'est quand même un mec qui a déjà une victoire sur un grand tour, surtout cette année, sur le Giro, une victoire d'étape. Donc, dans le groupe, certes, il n'avait pas besoin de rouler. Mais il y a un moment, t'es l'un des plus rapides avec Quinton Hermans. Bah, comme t'es tout seul, moi je dirais que l'idée la plus simple, c'est de s'isoler. Hein. Parce que même si les autres ne collaborent pas avec toi, ce qui a été le cas de Van Aert hier, oui, mais comme tu es le plus rapide, si en plus tu pars avec un Verona et avec un autre mec,
Si tu gères bien les 200 derniers mètres, bon voilà, il te remonte pas normalement. Je comprends pas pourquoi Narvaez, il n'a pas tenté de s'isoler. Il était seul, il fallait tenter un truc. Pour moi, le truc, c'est qu'il fallait s'isoler. Il fallait suivre les attaques. Et il fallait tenter de sortir. Et le problème, donc, c'est qu'il ne tente pas l'attaque. Bon, il se concentre pour le sprint. Sauf que dans les 2 derniers kilomètres, il a tellement peur de rouler. Or, c'est à lui de boucher les trous. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Dunbar qui va boucher les trous. Et il a tellement peur de rouler qu'il bouche aucun trou. Et c'est l'enterrement de première classe. C'est quand même con de perdre un sprint, parce que de perdre une victoire de cette manière-là. C'est-à-dire de se faire enterrer. Et là, Narvaez, pour moi, il se fait enterrer complet. Et le fait qu'il ait absolument pas voulu rouler, c'est quand même assez exceptionnel. Il ne voulait pas du tout rouler, Narvaez. C'est-à-dire que, voilà, on avait l'impression qu'il était pétrifié. C'est surprenant, parce qu'en plus, quand il gagne sur le Giro avec Pogačar, face à Pogačar, il gère plutôt bien dans le final. Voilà, il fait pas d'erreur dans le final. Comment ça se fait que sur cette étape-là, il se soit complètement raté? Alors, est-ce qu'il n'était pas sûr de sa condition physique? C'est vrai que c'est quand même un coureur qui est tombé sur l'étape numéro 2, Narvaez. Est-ce que c'est un coureur qui s'est retrouvé en difficulté sur cette étape-là, qui à un moment il n'a pas réussi à tenir la cadence et qui s'est dit bah voilà, j'ai plus qu'une cartouche à mettre, il faut que je la mette sur le sprint. Mais c'est quand même surprenant de se faire enterrer à ce point-là dans un final. Il y avait 2 coureurs rapides, il y avait Hermans et lui. Bon, je suis un peu plus clément avec Quinton Hermans qu'avec Narvaez aujourd'hui, mais les deux se font piéger comme des bleus quand même dans le final. Parce que Dunbar, quand il part aux 500 mètres, surtout aux 500 mètres, il faut réagir tout de suite. Parce que encore 1 kilomètre, c'est à peu près 1 minute. Mais quand tu pars aux 500 mètres, c'est-à-dire que ça te laisse aller 35 secondes. Il ne reste plus que 35 secondes de course. Donc 35 secondes de course, s'il y a un mec qui arrive à prendre tout de suite 30 ou 40 mètres, c'est fini. Hein. Il n'y a plus le temps pour revenir. Même si tu es le meilleur au monde, tu n'as pas le temps de revenir. Là, quand Dunbar part à 500 mètres, tu ne peux pas faire ça. Et Narvaez, je suis désolé, mais bon, si tu vois que du côté d'Alpecin et Quinton Hermans ne se roule pas, à un moment, il faut peut-être rouler à ce moment-là, quoi. Faut peut-être rouler. Et sinon, c'est sûr que ça aurait été mieux chez Ineos si on l'avait accompagné, si on ne l'avait pas laissé tout seul. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait Rivera. C'est vrai que Rivera n'est plus là dans le final, j'ai l'impression. Parce que Rivera, il finit combien? Je n'ai pas vérifié chez Ineos. Mais en plus, il y avait Rivera. Alors là, c'est quand même la double peine. Rivera, il finit à 50 secondes. Donc il n'était plus dans le groupe Brandon Rivera. Parce que s'il y avait eu Rivera en plus, là, il y aurait eu insulte peut-être sur Narvaez. Mais c'est vrai que finir 4e aujourd'hui, bon, sur une étape comme celle-là, tu dois mieux t'en sortir, quoi. C'est vrai que ça aurait peut-être été mieux s'il y avait eu un Thymen Arensman, mais il avait abandonné ce matin. Mais du côté de Narvaez, tu peux pas te faire avoir de cette manière-là dans les derniers kilomètres. Il faut être plus intelligent dans sa manière de courir. Donc, déçu pour le coureur équatorien. O'Connor. Bah oui, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour Ben O'Connor. L'écart au général se réduit. Avec Primož Roglič, maintenant on est à 3 minutes 16. Si à chaque fois qu'il est pas bien, il perd 40 secondes, bon il faut pas qu'il soit pas bien plus de 4 fois, quoi, parce que sinon il sera derrière Roglič. Donc, et puis même Enric Mas revient. C'est vrai que quand on regarde le podium maintenant, le 4e c'est Carapaz qui a 4,10. Donc il reste encore beaucoup de kilomètres. Aujourd'hui, perdre du temps sur une étape comme ça, où il y a 2000-3000 mètres de dénivelé positif, mais pas forcément des grosses difficultés. Alors ça a roulé fort du côté de Roglič, mais bon, Gaudu arrive à suivre, Skelmoser arrive à suivre aussi, sur cette montée finale. Enric Mas arrive à suivre, c'est-à-dire que l'attaque de Roglič n'était pas si punchy que ça, ou qu'elle n'était pas forcément faite au meilleur endroit. Landa arrive à revenir aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es derrière ces coureurs-là sur cette étape. Tu es même derrière un Carapaz qui pourtant est tombé. Donc la journée n'est pas bonne
pour moi pour Ben O'Connor. En plus, il s'est retrouvé isolé. C'est vrai que du côté de la Décathlon AG2R, Clément Berthet s'est retrouvé un peu seul à un moment dans le final. Félix Gall a été un peu absent pendant un moment de cette étape. Et ça coûte très cher voilà, à Ben O'Connor. Mais surtout, s'il continue à perdre des 35-40 secondes, par exemple vendredi, s'il repère encore ça, ouais, si vous vous retrouvez à avoir plus que 2,15 d'avance ou 2,20 d'avance, ça va être compliqué. Et vendredi, vous pouvez prendre cher. Hein, parce que l'étape, c'est un mur dans le final. Hein. C'est 5 km de mur. Donc autant vous dire que là, en ce moment, Ben O'Connor, c'est pas très rassurant sur la situation du coureur australien. Van Aert Velt, avant-dernier aujourd'hui, Van Aert Velt. Cette tradition, on va dire, des jeunes coureurs sur cette Vuelta qui souffrent. Van Aert Velt qui ne peut plus jouer la gagne du côté du maillot blanc. Hein. Il est désormais à 16 minutes 30, il était à 3 minutes 20 jusqu'à maintenant. Lennart Van Aert Velt, et surtout on a l'impression qu'il n'est pas au top physiquement. Il a vraiment été en difficulté sur cette étape, Lennart Van Aert Velt, et ça c'est pas très rassurant pour la Lotto parce qu'il n'y a pas forcément d'autres grosses cartes pour cette course. Et surtout moi je suis un petit peu inquiet physiquement parce que c'est vrai qu'il était parti sur les chapeaux de roue. Là ça fait depuis 2-3 jours que c'est compliqué parce qu'à Grenade il fait 19, à Bayona il fait 50e, et là aujourd'hui il fait 154 avant-dernier. Donc ça fait depuis 2-3 jours qu'il perd du temps, Lennart Van Aert Velt. Alors il faut rappeler, c'est seulement son deuxième grand tour au coureur belge. L'année dernière il avait fini 32e de la Vuelta en prenant 2 top 5 sur des étapes. Mais là c'est un petit peu plus compliqué pour le Belge qui pourtant avait été très bon du côté de l'étape du Pico Wellerkas, du côté de Lennart Van Aert Velt. Alors après il y a toujours la solution d'aller prendre des échappées pour le Belge, mais quand tu finis avant-dernier d'une étape, ça veut dire que physiquement t'es pas au top. J'espère qu'il n'a pas la Covid du côté du coureur belge ou un autre virus, parce qu'on voit que ça traînasse du côté du peloton, ce qui n'est pas très rassurant. Et puis je termine avec la Cofidis. J'ai pas mis Israël parce que pour moi Israël, ils avaient un objectif aujourd'hui, c'était Georges Bennett. Donc même s'ils étaient 4 dans le groupe, ils ont beaucoup travaillé. Donc je mets pas Israël pour cette raison-là. Ils ont beaucoup travaillé. Si Meurisseux a été repris, c'est grâce à eux. C'est les seuls qui travaillaient presque dans le groupe de chasse. Et il y avait un objectif avant la victoire d'étape qui était le général du côté de Georges Bennett. Par contre, du côté de Cofidis, si on avait l'objectif général, pourquoi on n'a pas aidé Israël? Parce qu'on aurait peut-être pu finir avec 5,50 d'avance ou 6 minutes d'avance. Au lieu de je ne sais plus combien d'arrivées, mais je crois que c'est 4... c'est combien? C'est 3,31. Voilà, ça aurait peut-être pu permettre à Guillaume Martin de rentrer dans le top 10. Si on avait fini avec un peu plus d'écart avec les hommes de tête, si on avait mis Izagirre à rouler notamment. Et sinon, ça veut dire qu'on joue la victoire d'étape. Mais vu qu'il n'y avait pas de coureur rapide, parce que du côté de la Cofidis aujourd'hui, il n'y avait pas un coureur rapide. Guillaume Martin n'est pas un coureur rapide. Yon Izagirre n'est pas un coureur si rapide que ça. Enfin, il y avait plus rapide que lui. Rezou Serrada n'est pas un coureur rapide. Fallait tenter quelque chose. Enfin, je suis désolé, mais vous êtes 3. Il y a un moment, il faut tenter un truc. Et ils n'ont rien tenté de la journée. Ils ont subi la course, j'ai l'impression. Dans cette échappée, ils ont subi. Soit tu roulais pour Guillaume Martin et tu dis, d'accord, je tente de remonter au général, sauf qu'ils ne l'ont pas fait, soit tu joues l'étape. Mais comme tu n'as pas un coureur rapide, il faut tenter un mouvement de course à un moment. Il n'y a eu aucune tentative de mouvement de course pour mettre en difficulté Quinton Hermans, pour mettre en difficulté un Max Poole, pour mettre en difficulté un Narvaez. Non, on n'a rien tenté. Qui ne tente rien, n'a rien au bout d'un moment. C'est la Cofidis aujourd'hui. Donc, c'est triste. Parce qu'à la fois, ils font pas une grosse remontée au général parce qu'ils n'ont pas roulé. À la fois, ils font 7e de l'étape. Donc, je trouve que sur un échappé comme ça, ils ont un peu tout raté du côté de l'équipe française. Allez, on regarde tout de suite les différents classements.
Les différents classements de cette étape, la victoire donc d'Eddie Dunbar aujourd'hui devant Quinton Hermans, Max Poole, Jonathan Narvaez, Urko Beradé du côté de la Kern Pharma qui marque quand même pas mal de points UCI sur ces 2 premières semaines de compétition. On retrouve ensuite Zana, Izagirre, Verona, Garofoli, Mac, Nulti du côté des leaders du général. Donc vous voyez le premier groupe hop là, avec Skelmose, Godu, Roglic, et puis à 37 secondes le groupe Ben O'Connor, avec également Sepkus qui perd du temps et Adam Yates dans ce groupe là. Et puis dans les abandons, donc Arensman, Conrad, Rota et Harper, qui les 3 premiers n'ont pas pris le départ, Harper a abandonné. Et puis Kevin Genietz, qui est le dernier de cette étape, avec quand même une petite marche par rapport au délai. Et Van Edvelt est avant-dernier, donc ça va pas très fort pour le coureur belge, on y reviendra. Du côté du général, Ben O'Connor en tête, devant Roglic, Henrik Mas, Carapaz perd une position. Vous avez ensuite Landa, Rodriguez, Lipovic, Yates, Gall et donc George Bennett qui rentre dans le top 10 grâce à cette échappée. On retrouve ensuite Godus, Skelmose, Sivakov, Rodriguez, Sepkus, Guillaume Martin qui est 16e. Du côté du maillot vert, vous avez Wout van Aert qui reste en tête devant Caden Gross, Wittner, Roglic, Ben O'Connor. Du côté du classement de la montagne, Adam Yates toujours en tête à égalité avec Wout van Aert. Roglic, 4 points derrière avec David Godu. Et puis 5 points derrière, vous avez Jevan, Monique qui est toujours à 16 points et Marco Frigo qui est en forme et qui a 14 points. Du côté du classement des jeunes, c'est Carlos Rodriguez qui prend la tête devant Lipovic pour 6 petites secondes. Et on retrouve Skelmose qui est à une 18, donc ça reste très serré. Par contre, c'en est fini des espoirs de Van Edvelt et c'est bien triste pour le coureur belge de la Lotto Destiny. Et puis du côté du classement par équipe, UAE devant Decathlon, 13 minutes 10, 1 seconde derrière la Red Bull Borans Grohe. Et puis vous retrouvez la Groupama et la Visma Leasebike qui est pour le moment 5e, dernière équipe, Alpecin à 3h05 malgré des coureurs dans l'échappée du jour. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve dès demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 12. Allez, ciao ciao sur la Maniac Production.